Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle, je vous rappelle le principe. On se place dans un champ électrique et pour obtenir le champ électrique le plus simple possible, pardon, je vais trop vite. Notre objectif, c'est de travailler avec la force électrique comme on a travaillé avec l'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps le mouvement d'un objet soumis à son poids. Là, on va voir le mouvement d'un objet qui est soumis à la force électrostatique. La force électrostatique, qui est donnée par la relation qu'on a vue la semaine dernière, F égale QE, où F, c'est la force électrostatique, Q, c'est la charge de votre objet, et E, c'est ce qu'on appelle le champ électrique. Pour être vraiment dans les mêmes conditions, quelque part, que le paragraphe précédent, je me débrouille pour que cette force soit constante au cours de l'étude du mouvement. Donc, pour que cette force soit constante, étant donné qu'un objet a toujours la même charge, on va avoir un champ électrique constant. Ce champ électrique constant va être obtenu par un appareil particulier que j'ai appelé condensateur. Le condensateur, c'est un ensemble de deux plaques métalliques qu'on met face à face et qu'on soumet à une tension. Donc, quand je dis qu'on soumet à la tension, on branche un générateur comme vous avez fait avec les circuits électriques. Donc, on met ici un circuit électrique avec un générateur sous cette forme-là. Le circuit électrique met en mouvement des électrons, c'est ce qu'on appelle le courant électrique, et donc il y a des électrons qui vont arriver sur la plaque et des électrons qui vont repartir de la plaque. La plaque où les électrons arrivent, c'était une plaque métallique, elle était neutre au départ, puis si je mets des électrons, forcément c'est quelque chose qui se charge négativement. La plaque d'où partent les électrons, s'il y a des électrons qui partent, ça veut dire que je les retire à la plaque métallique. Si je retire les électrons, c'est-à-dire je retire des charges négatives, ça veut dire qu'il y a des charges négatives qui sont, au moins, c'est peut-être pas un terme très adapté, mais il y a des charges négatives en moins là-dedans. Ça veut dire que petit à petit, ce truc-là se charge en ions positifs. Un côté chargé négativement, un côté chargé positivement. Je vais créer un champ électrique qui va être alors dirigé perpendiculaire aux plaques, de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, globalement, avec ce système-là, j'ai un champ électrique constant, E, qui est partout dans mon condensateur. Et à partir de là, je vais faire deux applications. On en a fait trois dans le cadre du mouvement d'un objet soumis à son poids. Là, on va faire que deux. Je vais supposer que je vais mettre une charge de vitesse nulle. Et je vais regarder quelle est sa trajectoire. Avec la même recherche. C'est-à-dire, je veux les caractéristiques de la trajectoire, coordonnées vecteur accélération, coordonnées vecteur vitesse, coordonnées du vecteur position. Et puis ensuite, deux, trois questions particulières, notamment la vitesse finale. Donc, on aura quelque chose qui est analogue à Chuplif sans vitesse initiale. Et puis ensuite, donc la charge immobile, dans mon dessin, je l'avais mise ici. Puis regardez ce qui se passe. Et puis deuxième possibilité, je vais prendre une charge qui a une vitesse, mais ce coup-ci, je vais l'amener perpendiculaire au champ électrique. Donc, ma charge électrique sera là, et je vais lui donner cette vitesse-là. Une vitesse initiale V0. Et donc là, on sera dans le cas de chute libre, enfin l'équivalent de chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Et on va faire exactement la même structure. À une petite partie près. C'est clair sur l'idée? Pas de questions? Donc, je crois que j'avais commencé à vous faire noter la question. Tout le monde l'a noté ou vaut mieux que je vous la redicte? Donc, vous mettez que on dépose une particule chargée, on dépose un proton. Mettez mis dans un cas un peu particulier. On dépose un proton sur la plaque positive. On dépose un proton sur la plaque positive. Ce proton est initialement immobile.
Et ensuite, donc, on avait 3 questions. Premièrement, montrer qu'on peut supposer. Oui? Ah, vous avez raison, mais je vais le mettre après. Merci. Montrer qu'on peut supposer que le proton est soumis. Montrer qu'on peut supposer que le proton est soumis à une seule force. Montrer qu'on peut supposer que le proton n'est soumis qu'à une seule force, la force électrique. Qu'à une seule force, la force électrique. Deuxième question, c'est la question habituelle. Calculer les caractéristiques du mouvement. Calculer les caractéristiques du mouvement. Calculer les caractéristiques du mouvement. Vous vous souvenez ce que c'est que ce que j'appelle les caractéristiques du mouvement? Ouais, c'est ça. C'est coordonnées vecteur accélération, coordonnées du vecteur vitesse et ensuite la ORR. Et éventuellement équation de la trajectoire. Et enfin, troisièmement, trouver la vitesse d'arrivée du proton sur la plaque négative. Trouver la vitesse d'arrivée du proton sur la plaque négative. Alors, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres cas de figure. J'ai juste posé les choses pour mettre un proton. J'aurais très bien pu mettre un électron sur la plaque négative, auquel cas il serait parti sur la plaque positive. Enfin bon, on peut mettre un ion, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, vous avez vu, j'ai mis une petite ouverture ici. En fait, on ne prend pas un proton pour le mettre sur la plaque positive. C'est pas possible. Déjà, prendre un proton, prendre quelque chose qui fait moins de 10 puissance moins 15 mètres, il n'y a pas de pince pour ça. Donc en fait, l'idée, c'est que ici, on produit des protons et on les fait rentrer dans le condensateur à une vitesse qui n'est pas nulle forcément puisqu'ils se déplacent, mais à une vitesse qui est toute petite. Alors pour nous, c'est des vitesses qui sont très importantes, on parle de kilomètres par seconde. Mais c'est une vitesse très petite par rapport à la vitesse dont on sait, enfin que l'on veut obtenir en sortie. En sortie, je vais avoir quelque chose qui soit de l'ordre de plusieurs dizaines minimum, mais surtout plusieurs centaines de milliers de kilomètres, de mètres par seconde. Je vais avoir quelque chose qui soit proche de la vitesse de la lumière. Et donc, je veux que mon proton il puisse sortir. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 petites ouvertures ici. Alors, on commence la première question, je l'avais commencé, c'est-à-dire que on va faire tout le système habituel que certains d'entre vous avaient quand même oublié au contrôle. C'est parti directement sur la deuxième loi de Newton. Il ne faut pas oublier tout le système, toute la présentation. Système, référentiel, repère, bilan des forces, et ensuite, on peut faire la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle suggère, ma première question? Par rapport à mon proton? Montrer qu'on peut considérer que le proton est soumis qu'à la force électrique. Ça veut dire qu'en fait, il est soumis à quoi? Oui. Ouais, il y a la force. Ah, donc le champ électrique qui m'amène la force électrique. Ça, c'est directement lié à ça. Si j'ai ça, automatiquement. Donc pour moi, les deux, ça fait qu'un seul événement. Mais si je vous dis que montrer qu'on peut considérer que le proton n'est soumis qu'à la force électrique, bah ça sous-entend qu'en réalité, le proton il est soumis à plusieurs forces. Mais qu'on va faire comme s'il n'y avait que la force électrique. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre force? Un truc tout bête, tout simple. Oui. Bah ouais, le poids. Ouais. Pour un proton qui est trop petit, même si ici j'ai de l'air, il n'y a pas de frottement de l'air. C'est trop petit pour qu'il y ait des frottements de l'air. Oui.
Donc, par contre, ce qui est clair, c'est que ce système-là, il est quelque part dans un laboratoire, et donc il est sur Terre. Donc il y a le poids. Donc il va falloir montrer que le poids a une valeur négligeable par rapport à la force électrique. Vous vous souvenez quelle opération je dois faire pour montrer que quelque chose est négligeable par rapport à quelque chose d'autre? Et ça, que ce soit en physique ou en chimie, partout. Alors, non, pas l'un moins l'autre. Oui? Ouais? Ouais. 10% ou 1%, nous on travaillera, vous allez voir, la question ne se posera même pas, mais ouais. Et ça suggère quel type d'opération? Quand je parle de pourcentage, une division. Systématiquement, quand je vais vous demander de montrer qu'une valeur est négligeable par rapport à une autre, ça veut dire qu'on va faire la division des deux, qu'on va regarder la valeur numérique qu'on obtient. Effectivement, comme le disait votre camarade, ensuite on peut traduire ça par un pourcentage. Mais à la base, ça va être une division. Alors, avant de passer par là, donc, le système, c'est pas compliqué, j'étudie le mouvement du proton. Donc le système, c'est le proton. Le référentiel, on en a déjà parlé, ça n'a aucun intérêt concret, mais on vous le demande, donc il faut le mettre. Donc le référentiel terrestre, supposé galiléen, etc. Mon repère, eh bien, je vais l'appeler OXY, et je le laisse comme ça parce que je vais le définir sur mon schéma. Donc il n'y aura pas besoin d'être plus précis. Et ensuite, le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc, bilan des forces exercées sur le système. Et donc, comme on vient d'en parler, il y en a deux. Il y a ce que je vais appeler F, la force électrique. Et puis le poids, dont on va montrer que numériquement, il n'intervient pas. Vous arrivez à voir malgré l'ordinateur? C'est bon? Ouais. Très bien. Allons-y. Je réponds à la première question. Je vais montrer que la force électrique a une valeur numérique beaucoup plus importante que le poids. Et donc pour ça, je vais faire le rapport F sur P. Donc je vais prendre quelques valeurs numériques pour illustrer ça. On peut bien évidemment prendre l'autre. Là, j'ai montré que la force électrique est beaucoup plus grande que le poids. Si vous prenez P sur F, vous allez montrer que le poids est beaucoup plus petit que la force électrique. Sur le fond, en termes de raisonnement, c'est pareil. Moi, je préfère toujours avoir des quotients supérieurs à 1. Mais bon, c'est pas une obligation. Alors, attention, n'écrivez pas. Pourquoi je n'ai pas le droit d'écrire ça tout de suite? Pourtant, c'est ma formule. Hein. Qu'est-ce qui manque? Oui? Oui, c'est ça. Dans les normes qui sont ici, vous vous rappelez, une norme, c'est positive. Dans le cas qui m'intéresse, c'est pas grave. La charge électrique, c'est celle d'un proton. Donc, c'est positif. Donc, le produit QE est bien positif, ça marche bien. Mais si j'avais pris un électron, la charge électrique aurait été négative. Donc, c'est pour ça que dans ma formule générale, je vous ai mis, attention, au niveau des valeurs numériques, bien faire attention de mettre a priori une valeur absolue, et puis ensuite, enlever cette valeur absolue quand on fera le calcul. Mais dans un premier temps, l'intensité de la force est valeur absolue de Q fois E, parce qu'une intensité de force doit être positive, et que E est toujours positif, mais Q, ça peut être négatif. Donc, il faut faire attention à ça. Que divise mg? Ici, j'ai un proton, donc la charge électrique, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La masse du proton, c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Petit g, je ne me casse pas les pieds, je prends 10.
puisque de toute manière, je vais faire juste un petit calcul qui montre que le poids a une valeur vraiment très petite. Je suis obligé de fixer une valeur de E. Je vais vraiment prendre une valeur de E tellement petite qu'elle n'est pas raisonnable. Je prends 1 volt par mètre. Dans les appareils qui sont ici, on est entre 10 000 et 100 000 volts par mètre. Là, je prends 1. Donc, je me mets vraiment dans un cas de figure qui est très, très, très faible. Zut. Je viens d'apercevoir que je n'ai pas dessiné le repère. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. On termine là-dessus. Donc, avec ces valeurs numériques-là, je fais mon application. Ça me fait 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 sur 1,67 10 puissance moins 27 fois 10. Je fais mon petit calcul sans m'embêter par les détails. Ouais, 1,6, 1,67, je dis que c'est à peu près la même chose, je laisse tomber. Et je me retrouve avec donc, un rapport de F sur P qui vaut 10 puissance 9. Euh, 10 puissance 7 en mots, ça fait combien? C'est une bonne question, ça. Hein, presque. Non, sinon j'aurais 1,1, 10 puissance quelque chose. À 10 puissance 7, c'est 10 millions. Retenez bien, kilo, c'est 1000, million, c'est 10 puissance 6, milliard, c'est 10 puissance 9. Là, je suis en 10 millions. La force électrique a une valeur numérique 10 millions de fois supérieure au poids. Donc, on peut considérer que le poids est une valeur qui est franchement négligeable. Voilà, c'est ce que rappelait votre camarade tout à l'heure. Je peux négliger tranquille. Alors, si je fais une approximation grossière, je peux négliger à partir de 10%. C'est-à-dire que si mon rapport ici faisait juste 10, j'aurais dit que la force électrique est 10 fois plus grande que le poids, donc je peux négliger le poids. C'est quand même un peu limite. La vraie bonne valeur qu'on utilise traditionnellement, c'est 1%. Quand on a quelque chose qui est 100 fois plus grand que l'autre, j'exagère, si vous faites 50 kg et que vous montez dans un camion de 5 tonnes, bon, sur la balance, les 50 kg, ils ne verront pas, quoi. Voilà, c'est ça un facteur 100. Voilà, vous mettez la conclusion. La force électrique, ouais, si, ça gêne quand même un peu. La force électrique est 10 millions de fois supérieure au poids. La force électrique est 10 millions de fois supérieure au poids. On peut bien négliger ce poids. On peut bien négliger ce poids. Alors, je reviens à ce que j'ai oublié. Mon repère OXY. Vous vous rappelez, le but du jeu dans un repère, c'est de le choisir bien, de manière à nous simplifier la vie. Et donc, on avait fait ça, je vous avais donné les idées générales dans le dernier paragraphe de notre chapitre de cinématique. Déjà, on regarde quel type de mouvement on va avoir.
j'ai un proton qui est immobile. Il est soumis à cette force électrique. Qu'est-ce qu'il va avoir comme mouvement après? Est-ce qu'il peut faire ça? Non, il va aller comment? Ouais. Voilà, il va aller tout droit. L'idée, c'est quand vous avez quelque chose qui est immobile, qui est soumis qu'à une seule force, ce quelque chose va suivre la force. J'ai le champ électrique qui est comme ceci. Comme ma charge est positive, la force et le champ électrique sont proportionnels. Donc ma force, elle va être comme ça aussi. Donc mon proton, il va suivre la force, il va monter. Et il va monter tout droit. Donc comme il va monter tout droit, je vais avoir un mouvement rectiligne. Et vous vous rappelez ce que je fais comme repère quand j'ai un mouvement rectiligne? Enfin, ce que j'essaye de faire comme repère. Je choisis comment mon repère si j'ai un mouvement rectiligne? Pour me simplifier la vie. Ouais. Voilà, je mets un des deux axes sur ma trajectoire. Alors ça peut être l'ordonnée, ça peut être l'abscisse, oui. Mais je mets un des deux axes sur ma trajectoire, comme ça au niveau des coordonnées, je me simplifie la vie, je sais que sur l'autre axe, ça fait 0 partout. Donc mon repère au XY, ça va être un repère où je vais mettre l'axe des Y suivant la trajectoire. J'ai mal dessiné ma force. Comme d'habitude, je vais mettre le point, enfin comme d'habitude, comme souvent, je mets le point origine de mon repère à l'endroit où est l'objet. Et puis, mon axe des X, comme ceci. On est bien d'accord ici? Vous voyez, je décale un tout petit peu, c'est pour ça que j'ai mis le proton là. Je décale un tout petit peu pour que l'axe des X, on voit bien encore la plaque positive. Mais sur le principe, on est bien d'accord que l'axe des X, c'est la plaque positive du condensateur. Je décale sur mon schéma pour qu'on voit les deux. Mais l'axe des X, normalement, il suit la plaque positive du condensateur. De même que mon axe des Y, je trouve que je vais le mettre là. Voilà. Et donc la force, elle est là. Ça va au niveau du repère? Oui? Non. Ouais, juste le condensateur et le repère. Moi, je vous ai mis le... Ah, pardon, le système avec le condensateur? Oui, si, il faut mettre les plaques. Ne serait-ce que pour bien voir que l'axe X est sur la plaque négative. Il faut bien que je la mette, la plaque négative. Par contre, le système avec le générateur, c'est pour ça que j'ai mal compris votre question, le système avec le générateur, donc c'est pas la peine de le mettre. Ah, mon générateur était là pour expliquer pourquoi j'ai une plaque négative, pourquoi j'ai une plaque positive. Le travail qu'on va faire va être le même que dans le paragraphe précédent. Deuxième loi de Newton, coordonnées du vecteur accélération, primitive, coordonnées du vecteur vitesse, primitive, coordonnées du vecteur position. C'est la même structure, c'est le même type de calcul, et ça va être le même type de primitive. C'est pas la même équation, puisque j'ai une force électrique et pas le poids. Mais au niveau de l'idée, ça va être la même structure. Et donc ça, c'est le deuxième banc. Ça va, tout le monde y est? Allez, c'est parti. On applique la deuxième loi de Newton au système. Vous rappelez la deuxième loi de Newton sans mettre le baratin si on ne vous le demande pas, mais somme des forces égale à m fois le vecteur accélération.
Et on vient de démontrer dans la question précédente que de toute manière, il n'y a qu'une seule force, c'est la force électrique, qui me donne F égale m fois le vecteur accélération. Et F, c'est ça. C'est QE. J'ai pas de problème de valeur absolue, parce que j'ai un proton. Donc Q positif, car c'est un proton. Et donc je remplace F par QE est égal à m fois le vecteur accélération. Et comme je recherche les coordonnées du vecteur accélération, ben je vais exprimer le vecteur accélération en divisant par m. Ça me fait un vecteur accélération qui est égal à Q sur m fois le vecteur champ électrique. Q je connais, m je connais, les coordonnées du vecteur accélération, il n'y a plus qu'à trouver les coordonnées du vecteur champ électrique et puis c'est bon. Alors après, donc pour trouver les coordonnées vecteur champ électrique, puisque vous vous rappelez, si je prends ça, ça veut dire que l'abscisse du vecteur accélération, c'est Q sur m fois l'abscisse du champ électrique, et l'ordonnée du vecteur accélération, c'est Q sur m fois l'ordonnée du champ électrique. C'est ça l'idée. J'ai une égalité vectorielle, et on a déjà vu plusieurs fois, depuis qu'on fait la mécanique, que les égalités vectorielles, j'en fais rien. Ça ne me sert à rien, je ne fais pas calculer les vecteurs. Donc à chaque fois, je passe en coordonnées. Alors, en termes de présentation, il y a ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec les maths, et donc vous mettez les coordonnées du champ électrique directement. C'est-à-dire que l'abscisse du champ électrique vaut 0, l'ordonnée du champ électrique vaut E. Donc là, ici, il n'y a aucun problème pour l'écrire. Pour ceux qui hésitent encore, eh bien à ce moment-là, puisqu'on a le repère et puisqu'on a le schéma, le mieux, c'est de vérifier quelles sont les coordonnées du champ électrique. Et donc vous vous souvenez, pour trouver les coordonnées du champ électrique, je représente le champ électrique partant du point origine du repère, parce que c'est la méthode la plus simple. Donc mon champ électrique, quand je dessine partant de haut, ici, il a cette tête-là. Et vous vous souvenez que j'ai le droit de le faire, puisque un vecteur, je peux le dessiner où je veux. Donc je le dessine à partir de là. Et on voit bien que, comme il est sur l'axe des Y, bah, la valeur de x de E vaut 0, puisqu'il est là. Et donc la valeur de x de E, c'est celle-là. Et que la valeur de y de E, c'est ça. Et la valeur de y de E, bah, c'est tout simplement la valeur du champ électrique, puisque c'est la longueur de ma flèche. Donc on a x de E qui vaut 0, et y de E qui vaut grand E. Ça parce que on l'a trouvé sur le graphique. Donc le jour du contrôle, mais surtout le jour du bac, hein, vous pouvez mettre ça directement sans aucun problème. Et donc si x de E vaut 0, bah, Q sur M fois 0, ça fait 0. Donc ça m'entraîne que x de A vaut 0. Et puis je remplace y de E par grand E, il me reste Q sur M fois grand E. Donc je remplace les coordonnées ici de E par les valeurs numériques, par les valeurs que j'ai trouvées.
en fait, je me suis un peu cassé les pieds pour rien. Ça, je le savais déjà. Pourquoi je savais déjà ça? Oui. Eh ben ouais. Puisqu'on a mis l'axe des ordonnées pour qu'il soit sur le mouvement. Ah, c'est clair que si mon mouvement est sur l'axe des ordonnées, sur les valeurs de x, ce que j'ai trouvé, c'est les coordonnées égales à 0. On a tout fait pour ça. Donc ça, finalement, ça vient que confirmer quelque chose que j'ai construit exprès pour ça. Donc ça, on va le mettre ici parce que maintenant qu'on est d'accord avec ça sur le vecteur accélération, on va l'écrire directement pour le vecteur vitesse et le vecteur position. C'est pas la peine de faire des démonstrations pour rien. Donc avec la petite phrase qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, le mouvement se fait sur OY. Donc sur l'axe OY. Donc, l'abscisse du vecteur vitesse est égale à 0, l'abscisse du vecteur position est égale à 0, par définition de l'axe des ordonnées. Oui? On aurait pu le faire directement dès le début. Enfin, dès le début. À partir de là, j'aurais pu écrire la phrase, et là j'aurais mis xa égale 0, xv égale 0, x égale à 0. Bon, ça me fait gagner 2 lignes, c'est pas une catastrophe. Mais bon, voilà, je préférais vous le noter quand même sous cette forme-là. Ah, mais vous avez raison, on le met dès le départ, et on ne travaille que sur y. Et maintenant, on reprend la méthode habituelle. Y de A, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps, et ça, c'est Q sur M fois E. Et attention, bien sûr, Q sur M fois E, ça fait quelque chose d'un peu compliqué à écrire. N'empêche que c'est une valeur numérique. Q, c'est 1,6 10 puissance moins 19, M, c'est 1,67 10 moins 27. Bref, c'est les valeurs numériques qu'on a utilisées tout à l'heure. Autrement dit, ça, c'est un chiffre. Pardon, c'est un nombre. Donc, c'est une constante. Donc, j'ai primitivé une constante comme j'avais primitivé moins petit g. C'est pareil. Ça va être la même structure. Donc, YV est la primitive de Q sur M fois E. C'est la primitive d'une constante. Donc, ce que je retrouve, c'est la fonction petit t. YV égale Q sur M fois E plus ma première constante de primitive. Donc C1, constante de primitive. Et maintenant, je pense que vous commencez à être habitué. Constante de primitive, donc je vais chercher la valeur à petit t égale à 0. J'ai l'impression qu'il y a un doute, monsieur Sibuet. Non, c'est bon? D'accord. Et attention, j'ai une constante de primitive de vitesse. Donc je vais comparer ça avec la vitesse de départ de mon proton. Ça tombe bien, la vitesse de départ de mon proton, j'ai supposé que c'était 0. À t égale à 0, l'ordonnée du vecteur vitesse, c'est 0, parce que dans l'énoncé, je vous ai dit que mon proton était immobile sur la plaque positive. Et dans mon équation, quand je remplace quand je remplace dans YV petit t par 0, là j'ai oublié petit t. Oups, pardon. Excusez-moi. Il y a un t ici. Hein. J'ai oublié mon petit t. Et vous qui regardez, pareil, il y a un petit t. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je remplace petit t par 0, bah, du coup, mon premier terme fait 0, et ce qui me reste, c'est C1. Tout ça me permet de dire que C1 est égal à 0.
quand même pas pratique. Et donc, si c'est 1 égale à 0, ça veut dire que ma fonction, et je vous le rappelle de temps en temps, c'est YV de t. C'est une fonction du temps. Donc, normalement, je mets les parenthèses petit t. Si je ne le fais pas tout le temps, c'est parce que vos camarades des années précédentes, il y en a quelques-uns qui avaient toujours l'impression que je multipliais YV par petit t. Non, j'ai écrit ça sous la forme f de x, quelque part. Donc ça vaut Q sur M fois E fois petit t. Ma constante fois le temps. Si vous vous souvenez de la chute libre sans vitesse initiale, on avait un YV qui valait moins GT. Parce que ma constante, elle valait moins G. Donc on est vraiment sur la même idée. Et puis une fois qu'on a ça, deuxième primitive pour avoir la loi horaire. Le YV qu'on a trouvé, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position par rapport au temps. Et donc c'est Q sur M, E, fois petit t. Ce qui fait de Y la primitive de cette fonction. Et donc la primitive de petit t, c'est un demi de t carré. Donc je le mets là-dedans. Ça me fait un Y qui vaut 1 demi de Q sur M fois E fois t carré. Plus, comme toutes les primitives, la constante de primitive que j'appelle C2. Ça commence à se fixer dans vos mémoires, cette structure de primitive. Vous voyez bien, à chaque fois, finalement, on fait les mêmes opérations. Il n'y a que l'expression qui change. Mais à chaque fois, on fait le même travail. Et ici, ma constante de primitive, c'est pour la position. Donc, je vais trouver ma constante de primitive à petit t égale 0 pour la position de mon proton. Et là, ça va bien, parce que mon proton, j'ai mis le repère sur le proton. Donc, le point origine du proton, le point origine du repère, c'est la position initiale du proton. Donc, à t égale à 0, j'ai y de 0 qui vaut 0, parce que mon proton est au point origine du repère. Et puis, j'ai y de 0 qui vaut C2, parce que quand je remplace petit t par 0 ici, le premier terme, il fait 0. Et donc, les deux représentent la même chose, c'est-à-dire où est le proton à l'instant t égale à 0. Donc, s'ils représentent la même chose, les deux doivent représenter les mêmes valeurs. Ma constante de primitive est aussi égale à 0. Et on se retrouve finalement avec une horaire assez simple. Y, 2t, si je veux bien écrire les choses, ça fait 1 demi de Q sur M, E, fois, je vais mettre là, t carré. J'ai fini? Oui? On devrait mettre Y de t. Mais comme je vous l'ai dit là, je le mets de temps en temps simplement. Mais c'est vrai que ici, en toute rigueur, je vais faire ça. Alors quand je vous parle de toute rigueur, c'est que si vous ne mettez pas le petit t le jour du bac, on ne vous retirera pas de points. Je mettais juste Y égale 1 demi, ça va. Et on ne retire pas 0,25 points pour ce truc-là. En tout cas, parmi la majorité des gens que j'ai vus. Voilà. Fin de la question 2. J'ai bien les coordonnées vecteur accélération, les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur position. C'était ma question. Il manque juste un truc. Mais vous vous rappelez, c'est la question piège. L'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire que je ne peux pas calculer. Parce que d'habitude, je prends x en fonction de t, je me trouve petit t et je le mets dans y. Et là, x en fonction de t, je ne peux pas le trouver, puisqu'on a vu que x, ça faisait 0. Néanmoins, une courbe, ça a toujours une équation.
Donc ce truc-là, il a aussi une équation. On l'avait vu pour la chute libre. Vous vous souvenez du petit truc? Non? Je vous rappelle que l'équation, c'est ça. On a fait exprès pour que l'équation soit sur... Pardon, que la trajectoire, c'est ça. Donc on a fait exprès que la trajectoire soit sur l'axe Y. Eh bien, l'équation de l'axe Y, justement, c'est x égale à 0. Donc, équation de la trajectoire. C'est x égale à 0. Ça représente quoi, une équation de trajectoire? À chaque fois là, que je vous mets x égale à 0, à chaque fois, vous tiquez un peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, l'équation de la trajectoire? C'est une équation mathématique qui permet de caractériser la position de tous les points de la trajectoire. Une équation mathématique qui permet de trouver, finalement, toutes les valeurs de y associées à toutes les valeurs de x possibles. Et donc, c'est pour ça que j'ai ça. Parce que toutes les positions de la trajectoire, c'est les positions du y. C'est tout ça. Et quelle est la caractéristique commune de tous les points de cette trajectoire? C'est justement, tous ont une abscisse égale à 0. C'est ça l'idée. Voilà pour la deuxième question. Oui? Ouais, systématiquement. C'est ce qu'on avait vu pour la chute libre sans vitesse initiale et la chute libre avec une vitesse initiale verticale vers le haut. Et vous avez la réciproque. Si le mouvement il est sur l'axe des x, ce sera toujours y égale à 0. D'autres questions? Troisième question, la vitesse de sortie. Donc, on est bien d'accord, ce que je cherche, c'est la vitesse ici. Mon objectif, c'était d'accélérer mon proton. J'ai réussi à l'accélérer jusqu'à quelle valeur de la vitesse? Alors, bien évidemment, nous, comme on travaille de manière générale, on n'aura pas une valeur numérique. On aura juste la formule comme on avait fait pour les deux paragraphes précédents. Donc, je vous rappelle l'idée. L'idée, c'est, on regarde d'abord les équations qu'on a sous la main. Notre première équation, c'est YV égale Q sur M fois T. Pas la peine de le réécrire, ça. Moi, c'est juste pour vous réexpliquer le phénomène. Et une loi horaire sous la forme de 1,5 de Q sur M, E fois T carré. Les autres n'interviennent pas. Et les autres, ils sont égaux à 0. Ils sont constants. Soit égaux à 0, soit égal à Q sur M fois E. Donc, il n'y a que ça comme équation que j'ai trouvé qui dépendent de petit t. Donc, l'idée, c'est la chose suivante, c'est, dans ma question, je vous demande une vitesse. Donc, c'est ça qu'il faut que je calcule. Pour que je calcule ça, il faut trouver petit t. Et donc, pour trouver petit t, il me faut une deuxième équation qui contienne petit t. Et donc, cette deuxième équation, c'est ça. Donc, dans mon idée, dans ma stratégie de résolution de la question, je vais utiliser la loi horaire pour déterminer la valeur de petit t correspondant au moment où mon proton touche la plaque négative. Et une fois que j'ai cette valeur de petit t, je la mets dans l'ordonnée de la vitesse pour avoir la valeur de la vitesse. C'est la structure. Alors, pour savoir ça, j'ai oublié la remarque que m'avait faite Mademoiselle Lafay tout à l'heure, et elle avait tout à fait raison. Pour savoir ça, il faut que je sache où est ma plaque négative. Donc, dans mon énoncé, la dernière fois, et je ne l'ai pas répété, je vais appeler tout simplement petit d, la distance entre les deux plaques. On prend des plaques de condensateur, on les met, je ne sais pas moi, à 1 cm l'une de l'autre. Petit d égale 1 cm. Donc, petit d,
c'est la distance entre les deux plaques. Et ceux qui regardent la vidéo, c'est pas la peine de le noter, on l'a noté tout au début. Et puis je vais appeler T1 l'instant d'arrivée du proton sur la plaque négative. L'instant d'arrivée du proton sur la plaque négative. Les deux cumulés me permettent de dire que l'ordonnée à l'instant T1, c'est petit d. Je suis à la plaque négative quand j'ai parcouru une distance petit d. Donc, je suis sur la plaque négative quand je suis ici. Et comme là, je pars de 0, bah ici, c'est bien petit d. Donc, mathématiquement, je vous donne tout. Il n'y a plus qu'à remplacer ici. Ça, c'est égal à 1/2 de Q sur M, E, fois T2, pardon, T1, au carré. Dans Y, je remplace T par T1. Et de là, je dois tirer T1. Il ne faut pas faire d'erreur d'inattention. Objectivement, ce n'est pas bien compliqué comme équation. Première étape, j'isole T1 carré. Donc, je fais passer le 1,5, le Q sur M et le E de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec un T1 carré qui vaut... Je fais passer 2M. Donc, je multiplie 2M fois D. Je fais passer Q et E. Q divise QE. Je multiplie par 2M, je divise par QE. Puis après, je prends la racine carrée de tout ça. Et vous vous rappelez, surtout, je m'arrête ici. L'énoncé me donne M, D, Q et E. Je remplace par les valeurs numériques, je fais le calcul et je trouve petit t. Une fois que j'ai trouvé petit t, je vais répondre à ma question. J'ai la valeur du temps, donc maintenant, cette équation, je peux l'utiliser. Donc, YV, c'est Q sur M, E, fois T1. Et je ne vais pas me compliquer la vie. J'ai Q, j'ai M, j'ai E, et j'ai T1, puisqu'on vient de le calculer. Donc, je ne fais pas d'équation compliquée, je remplace les valeurs numériques. Stop. Et je trouve mon résultat. Et question piège que je vous ai déjà posée plusieurs fois, est-ce que j'ai répondu à la question? Et donc forcément, comme c'est une question piège, qu'est-ce qu'on doit répondre? Non, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Presque. Qu'est-ce que je vous demande? Lisez bien la question, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir ce qu'on me demande. De calculer quoi? Ouais, alors ça c'est la deuxième question. Là, dans la troisième. Là, et ouais, je calcule la vitesse. Et là, j'ai quoi? J'ai la coordonnée du vecteur vitesse. Fondamentalement, l'équation va rester la même, puisque x est égal à 0, xv est égal à 0. Mais là, j'ai calculé la coordonnée du vecteur vitesse et on me demande la valeur du vecteur vitesse. Donc, je dois faire la norme pour finir la question correctement. Donc, je finis ici ma question 3 en disant que V, c'est la racine carrée de xv carré plus yv carré, c'est-à-dire en remplaçant par les expressions 0 pour l'abscisse et Q sur M, E fois T1 pour l'ordonnée. 0, même au carré, ça fait 0. Il me reste racine de QE sur M, T1 au carré. Donc, j'ai la vitesse qui vaut... C'est exactement la même chose, on est bien d'accord.
Je change rien au niveau de mon expression. Mais je n'ai pas calculé la même chose. Allez, prenez 5 minutes de pause. Et puis on passera à la deuxième étude. Je suis même pas sûr d'avoir fait la prise. Bon, si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Où est-ce que j'en suis? On ne sait jamais. Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, ça, on s'est mal compris. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour vous de notes, pour vos camarades de notes, j'ai fait une moyenne, et ensuite j'ai la moyenne des deux côtés que j'ai rentré dans le. Voilà.
Allez, encore une minute et puis on démarre. C'est le temps d'aller aux toilettes? Si c'est pressé, allez-y, mais ça dépend. Hein. Je fais vite. Donc, allez, on reprend. On a fini la première étude. Donc maintenant, deuxième étude, je vais prendre une particule chargée, elle va rentrer dans un condensateur, mais elle va rentrer perpendiculaire au champ électrique. Bref, ça va être l'équivalent de chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Donc j'ai ici ma particule avec un vecteur vitesse initiale V0. Attention, au niveau du condensateur, vous avez vu par rapport au dessin de tout à l'heure, j'ai inversé les deux. Donc mon champ électrique est dirigé perpendiculairement aux plaques, de la plaque positive vers la plaque négative. Donc faites attention, mon champ électrique, il est comme ceci. Et pour qu'on ait vu un petit peu les deux cas de figure, je vais prendre un électron. En termes de repère, je vais placer mon repère avec un axe X suivant les pointillés et un axe Y qu'on va garder comme on avait fait la dernière fois, suivant le champ électrique. Donc, mon repère, ça va être ça. L'axe OX comme ceci, l'axe OY comme ceci. Oui? Pardon? Oui, parce que ma particule arrive d'en face. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un trou. Pour des raisons de tranquillité, et puis surtout par rapport à ce que je vais vous poser comme question, j'ai supposé que mon électron arrive au milieu du condensateur. Donc c'est pour ça qu'ici je vous ai mis V sur 2. Il suit l'axe. Alors, déjà, j'imagine un peu ma trajectoire. J'ai un électron. À votre avis, est-ce qu'il va aller tout droit? Est-ce qu'il va monter, entre guillemets, ou est-ce qu'il va descendre? Et surtout, pourquoi? Oui. Alors, en fait, non. La valeur de la force va le faire monter, enfin, va le faire bouger plus ou moins vite. Puisque la force, vous vous souvenez, elle est liée à l'accélération. Donc, si j'ai une grosse force, j'aurai une grosse accélération. Donc, je vais avoir une vitesse qui va évoluer de manière importante. Si j'ai une petite force, j'aurai une petite accélération. Mon truc, il va accélérer, mais doucement. Mais ça ne va pas avoir une influence directe, la valeur de la force ne va pas avoir une influence directe sur l'endroit où va mon électron. Ah, alors la somme des forces, je vais me retrouver avec exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est soumis mon électron à deux forces, la force électrique et son poids P,
Et comme fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, mon poids, il ne va pas intervenir. Donc, il n'y aura que la force électrique. Mais, sans même parler de ça, juste avec vos connaissances, je dirais quasiment de secondes. Sans chercher un truc très compliqué en termes de raisonnement, pas de force, pas d'équation, rien du tout. Enfin, si, un petit peu de force quand même, faut pas exagérer, mais. Ouais. Ah ouais, mon électron est chargé négativement. Donc, par définition, il est attiré par quelque chose qui est chargé positivement. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans les rappels sur la force électrique. Quand j'ai deux charges de même signe, ça se repousse. Quand j'ai deux charges de signe opposé, ça s'attire. Donc, clairement, mon électron, il va être attiré par la plaque positive et repoussé par la plaque négative. Donc, s'il est attiré par là et repoussé par là, c'est clair qu'il va monter. Hein. Il va monter plus ou moins vite, il va monter plus ou moins loin, mais il va monter. Ça, c'est mon idée de base. Après, derrière, il faut que je le prouve. Et pour savoir s'il va vers le haut ou vers le bas, là, on revient à ce que disait M. Schifano, c'est finalement à quelle force il est soumis. Eh bien, on va le montrer, alors on ne va pas le remontrer, on va l'écrire tout à l'heure, mais c'est clair, il est soumis à la force F égale QE. Et là, attention, mon électron, il est chargé négativement. Ce truc-là, c'est négatif. Autrement dit, j'ai la force et le champ électrique qui sont proportionnels, mais avec un coefficient de proportion négatif. Donc vous vous rappelez, proportionnel, ça veut dire même direction. Si le coefficient de proportion est positif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le proton, c'est même direction et même sens. Mais quand le coefficient de proportion est négatif, c'est même direction et sens opposé. Puis un moins. Donc si votre E est vers le bas, c'est parce que la force F est vers le haut. Et c'est pour ça qu'il va être dévié vers le haut, parce qu'il subit une force qui va diriger vers le haut. D'accord sur l'idée? Pas de questions particulières? Donc retenez bien, on va en avoir besoin tout le temps, mais je vous le rappellerai plusieurs fois. Ça, c'est négatif. Alors, allons-y pour le problème. Vous notez, donc un électron rentre dans un champ électrique un électron rentre dans un champ électrique avec une vitesse initiale. Un électron rentre dans un champ électrique avec une vitesse initiale V0 avec une vitesse initiale V0 perpendiculaire à ce champ. Alors, on est bien d'accord que si je voulais compliquer, je pourrais vous mettre un vecteur V0 vers le haut, vers le bas, enfin. Mais dans les cas concrets, c'est soit perpendiculaire au champ, soit parallèle au champ. Donc, on n'aura pas un truc compliqué avec un cosinus, enfin avec un angle alpha, comme on a pu avoir pour la chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Donc, on aura toujours quelque chose qui est relativement simple en termes d'équation. Donc, avec une vitesse initiale perpendiculaire au champ, je vous le fais noter, parce qu'on l'a déjà démontré et qu'on ne va pas le faire 2 fois. Mais vous vous rappelez que dans un exercice, il faudrait le remontrer. Donc, vous notez qu'on a déjà montré que le poids était négligeable. On a déjà montré que le poids était négligeable par rapport à la force électrique. Mais ayez en tête qu'il faudrait le redémontrer il faut le redémontrer dans chaque exercice. Sinon, on fait 2 forces.
Après, bah, une fois qu'on est d'accord là-dessus, le reste, c'est la même structure. Système, référentiel, repère, bilan des forces, deuxième loi Newton, coordonnées du vecteur accélération, coordonnées du vecteur vitesse, coordonnées du vecteur position. Donc, première question, trouver les caractéristiques du mouvement. Première question, trouver les caractéristiques du mouvement. Alors, je vous fais ça de manière globale, hein, mais les derniers exercices que j'ai vus, c'est trouver les coordonnées du vecteur accélération. Deuxièmement, en déduire les coordonnées du vecteur vitesse. En vrai, c'est beaucoup plus décomposé que ce que je vous demande là. Il y a même des questions, parfois on met appliquer la deuxième loi de Newton au système. Enfin, voilà. Donc, allons-y. Mais vous vous rappelez, toujours pareil. Système. Et ici, mon système, c'est l'électron. Le référentiel terrestre, soyons honnêtes, le jour du bac, si vous ne l'écrivez pas, on ne vous retirera pas de points. Hein. Mais tant qu'à faire les choses, autant les faire correctement. Le repère, là c'est important, OXY, comme on l'a décrit sur le schéma. Et puis, le bilan des forces exercées par le milieu extérieur. Une petite remarque d'ailleurs que je n'ai pas faite à vos camarades de l'autre groupe. Tiens, j'ai oublié ça. Par rapport à vos contrôles. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont concernés par ça. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de mettre des abréviations dans votre rédaction. Donc, aucune abréviation d'aucune sorte. Alors, ça peut vous être reproché, donc à la fin, ça peut vous coûter des points. Pas forcément énorme, hein, mais voilà. Donc, bilan des forces extérieures, la force électrique. Et même si on a montré qu'il était négligeable, je le mets quand même, P, poids, et je rajoute négligeable. Monsieur Caraval? Je vous ai rendu déjà les contrôles. Ah, vous étiez peut-être absent ce jour-là. Mais les contrôles, je les ai déjà rendus. Alors si je ne vous ai pas rendu votre contrôle, c'est qu'il doit traîner. Ah, je ne vous ai pas envoyé votre note par email ou un truc comme ça? Ah voilà, donc à la fin, ah ouais, si vous avez le temps, parce qu'il y a des bus à prendre, mais si vous avez le temps, à la fin, on ira chercher votre contrôle. Sinon, je vous le donne mercredi. Voilà. Donc, ceci, et puis on continue de manière traditionnelle. Oui, une question, monsieur Parfait? Non? C'est-à-dire, une fois que j'ai ça, on applique la deuxième loi de Newton. Au système. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Somme des forces égale à m fois le vecteur accélération. Et comme il n'y a qu'une seule force dont je tiens compte, ça fait F est égal à M1. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai la formule de F avec F égale à QE. Donc je remplace dans mon équation, ça me fait Q fois E égale à M fois le vecteur accélération.
Et attention, j'allais vous le dire juste après, je fais bien attention de laisser ici sans valeur absolue, parce que ce que j'ai, c'est des vecteurs. Je ne mettrai une valeur absolue que quand j'aurai des valeurs. Donc tant que j'ai des vecteurs, des coordonnées ou des choses comme ça, pas de valeur absolue. Autrement dit, tant que les choses ne sont pas obligatoirement positives, je n'ai pas besoin de mettre de valeur absolue. Alors, je vais écrire à côté pour ne pas écrire en bas. Si je continue, ça me fait donc le vecteur A qui est égal à Q sur M fois le vecteur E. Autrement dit, on retrouve exactement la même chose que dans le paragraphe, enfin dans l'application précédente. C'est le même vecteur accélération. Même vecteur accélération que je traduis avec un x de A qui vaut Q sur M fois l'abscisse de E et y de A qui vaut Q sur M fois l'ordonnée de E. Et donc, pour avoir les coordonnées du vecteur accélération, je vais avoir besoin des coordonnées du vecteur champ électrique. Sauf que là, c'est moins sympathique. À cause de ça. Oui. Même remarque tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, vous mettez les coordonnées directement. Si vous n'êtes pas sûr, vous remettez le champ électrique, vous le dessinez à partir du point O. Et si je le dessine à partir du point O, mon champ électrique, il a cette tête-là. Il est dirigé du côté des Y négatifs. Son abscisse est toujours égale à 0, ça ne bouge pas. Mais le Y de E, il est là. Il est négatif. Et le Y de E représente le vecteur lui-même. Donc sa valeur, E. Donc ici, j'ai un X de E qui vaut 0 parce qu'on voit bien que le vecteur champ électrique est suivant l'axe Y. Donc si le champ électrique est suivant l'axe Y, son abscisse est nulle. Et j'ai un Y de E qui vaut moins E parce qu'il est dirigé vers le bas alors que l'axe Y est dirigé vers le haut. Vous aviez une question, mademoiselle Lafay? Il me semblait avoir vu un bras se lever, mais peut-être non. D'accord. Donc, une fois qu'on est d'accord là-dessus, eh bien, je remplace x de E dans l'expression qui est là-bas. Ça me fait une abscisse du vecteur accélération qui est égale à Q sur M fois 0. Une abscisse du vecteur accélération qui est égale à 0. Et une ordonnée du vecteur accélération. Et là, bien faire attention, y de E, c'est moins E. Donc ça me fait moins Q sur M fois E. Et là, faire très attention. Parce que si on ne fait pas attention, je vois moins Q sur M fois E, bah je me dis que l'ordonnée du vecteur accélération est négative. Et si l'ordonnée du vecteur accélération est négative, c'est que mon truc, il va vers le bas, mon électron. Or, on avait justement vu que mon électron allait monter. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'a pas fait attention. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, faites bien attention. Bien faire attention, pourquoi? À cause de lui. C'est ce que demandait M. Sibué tout à l'heure. Q, je n'ai pas mis de valeur absolue. Donc Q, c'est un chiffre négatif. Et donc, comme ici, j'ai moins Q, bien si Q est négatif, moins Q est positif. Donc mon Y de A, il est bien positif. Parce qu'il y a deux moins dans son calcul de valeur numérique. Un moins que je vois et un moins que je ne vois pas. Mais il y est quand même. Si on remplaçait par des valeurs numériques, on verrait tout de suite. Oui. Alors, on pourrait par exemple mettre un espèce de valeur absolue ici. Oui. Mais ce ne serait pas logique par rapport au tout le calcul qui est là. Et donc la difficulté, et dans ce cas de figure-là, c'est bien de se souvenir que c'est positif malgré le signe moins. Mais c'est vrai qu'on pourrait résoudre le problème en mettant une valeur absolue.
Mais il y a deux choses. La première, c'est que ça veut dire que vous allez trimballer la valeur absolue tout le temps. Il ne faut pas en oublier. Et puis la deuxième, je vous dis, elle n'est pas en logique par rapport au calcul. Et puis la troisième, il faut bien le reconnaître, c'est là qu'on vous attend en tant que correcteur. Hein. Parce que c'est la difficulté de l'exercice. C'est pour ça que la plupart des exercices que vous avez de ce type-là sur le bac, c'est sur des électrons que ça porte, hein. C'est pas sur des protons. D'autres questions là-dessus? Est-ce que je peux faire comme tout à l'heure en disant je ne vais pas m'embêter puisque x de a est égal à 0, je vais avoir x de b égal à 0, x égale à 0. Posé comme ça, ma question, forcément, ça veut dire que la réponse, c'est non. Pourquoi? Je ne peux pas faire aussi simple que la dernière fois malgré le x de a égale à 0. Oui. Eh ouais. Vitesse ici sur l'axe des abscisses. Mon truc, il va monter, d'accord. Mais il va monter comme ça, mon truc. Donc, il va quand même avancer. Parce que y a une vitesse initiale. Et que si on ne freine pas, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, il va avancer et monter. D'ailleurs, oui. Alors, ça vous sera en général, enfin en tout cas les exercices que j'ai vus depuis très longtemps, ils vous mettent le dessin avec la plaque. Si jamais ils ne vous mettent pas le dessin avec la plaque, c'est vous qui choisissez comme vous voulez. Ça ne changera pas le calcul, ça changera le dessin. C'est-à-dire que si vous mettez la plaque positive en bas et la plaque négative en haut, mon électron, au lieu de faire ça, il fera ça. Mais comme mon électron, il fera ça, mon repère, je le mettrai dans l'autre sens aussi. Vous voyez, je vois vraiment tout le schéma à l'envers. Et donc, comme tout sera inversé, j'obtiendrai exactement le même résultat. À la limite même, je pourrais le mettre comme ça. Et faire arriver mon électron comme ça. Avec, je ne sais pas, la plaque plus et la plaque moins, auquel cas, hop, mon électron irait comme ça. Vous voyez, c'est, en fait, il faut faire attention, vous pourrez faire le dessin comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait une cohésion d'ensemble. D'autres questions? Bon, allons-y. Ici, on est, je vous le disais tout à l'heure, dans le cas similaire à la chute libre avec une vitesse initiale quelconque. Autrement dit, un mouvement suivant x, un mouvement suivant y, 4 primitives. J'ai primitive x de a, y de a pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse. J'ai primitive les deux coordonnées du vecteur vitesse pour avoir les coordonnées du vecteur position. Pas de questions sur la démarche? On y va. Je commence par l'abscisse. Donc avec x de a, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse par rapport au temps. Et cette dérivée est égale à 0. Ce qui me fait l'abscisse du vecteur vitesse qui est la primitive de 0. Donc même si ce n'est pas quelque chose qu'on a fait souvent, pour avoir 0, il faut dériver une constante. Donc la primitive de 0, c'est une constante. Ce qui fait que l'abscisse du vecteur vitesse est égale à une constante, on va changer. Je vais l'appeler K1. K1, constante de primitive. Vous voyez, c'est des maths un peu compliquées, mais concrètement avec des mots, ça veut dire que pour ne pas avoir d'accélération, il faut que j'ai une vitesse constante. Et ça, c'est logique. On n'a pas besoin de physique pour le dire. Si j'ai une vitesse constante, c'est que je n'ai pas d'accélération. Enfin, dans ce cas-là, on verra tout. Vendredi? Non, pardon. Si? Vendredi. C'est moins évident. Mais bon. J'ai une constante de primitive, je fais comme d'habitude. À t égale à 0. Alors, j'ai une constante primitive de vitesse. Autrement dit, je cherche xv de 0. Et donc, je reviens à ma situation de départ.
celle-là. Mon électron, il a une vitesse qui est, alors entre guillemets horizontale, hein, le terme n'est pas très bien choisi, mais il a une vitesse qui est horizontale, autrement dit, il a une vitesse qui est sur l'axe des abscisses. Donc ici, on est bien d'accord, finalement, sa vitesse initiale, c'est ça. Et donc, même idée que là, j'ai un vecteur vitesse qui est dans le sens de l'axe des abscisses, j'ai un vecteur vitesse qui est sur l'axe des abscisses, donc x v de 0, c'est v0. Il n'y a pas d'angle alpha qu'on pourrait mettre. Et xv de 0, c'est C1 parce que de toute manière, c'est tout le temps C1. Les deux représentent la vitesse initiale, donc les deux doivent représenter la même chose. Non, j'ai mis un K1. Ça veut dire que ma constante de primitive, c'est V0. Ça veut dire que ma vitesse, c'est V0. Ou plus exactement, ma vitesse suivant l'axe des abscisses. Et sur le fond, au niveau physique, c'est normal. Puisque la force, elle s'exerce sur l'axe des Y. Ça veut dire que l'influence de la force va servir à faire monter mon électron. Mais en aucun cas, l'influence de la force se fait sur ce qui se passe sur l'axe des abscisses. J'ai un truc qui va monter, d'accord, mais il va monter avec une vitesse horizontale qui sera toujours constante. On avait la même chose pour la chute libre avec une vitesse initiale quelconque, ou même la chute libre. Si mon mouvement a une accélération sur l'axe des Y, eh bien sur l'axe des X, ça reste constant. Ça va, pas de questions? Maintenant qu'on a fait l'abscisse, je fais l'ordonnée. On a un y de A qui vaut la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et ça, c'est Q sur M fois E, avec le signe moins qu'il ne faut surtout pas oublier. Mais qu'il y ait un moins ou pas, de toute manière, tout ça, c'est une valeur numérique. C'est comme si j'avais moins 3. Donc ma primitive, c'est une primitive de constante. YV est la primitive de moins Q sur M fois E. Oui? Non? Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus écrire petit q. Il faudrait remplacer petit q par moins 1,6 10 puissance moins 19. Ça marcherait. Alors vous avez certains exercices du bac où ils vous le donnent. Ils vous disent la charge électrique d'un électron, c'est moins E. Où E vaut 1,6 10 puissance moins 19. Et à ce moment-là, vous pouvez remplacer moins Q par moins moins, donc plus petit e. Là, ça marche. Donc ça me fait un YV qui est égal à moins Q sur M fois E fois petit t, ma primitive, plus ma deuxième constante de primitive que j'appelle K2. Et là, j'ai vu des erreurs dans vos contrôles pour certains d'entre vous. K2, c'est ma constante de primitive. Bien avoir en tête que c'est une constante de primitive de vitesse sur l'axe des ordonnées. Donc, quand je vais regarder mes conditions initiales, je vais chercher YV de 0. C'est-à-dire que je vais chercher la valeur de la vitesse initiale de l'électron verticale. Et là, mon dessin, il me dit quoi? Il me dit que la vitesse, elle est horizontale. Donc, sur la verticale, j'ai quoi comme vitesse initialement? J'ai 0. Oui, parce que ma vitesse est ici. Donc, l'ordonnée de mon vecteur vitesse, c'est là. C'est 0. Donc, YV de 0, c'est 0. J'ai mon électron qui avance horizontalement et pas verticalement. Alors, bien sûr qu'il va finir par monter. Et là, on regarde ce qui se passe au début. Et au début, il avance, il ne monte pas.
Et donc, ma constante K2, qui du coup va être égale à 0. Ce qui me fait un YV qui est égal à moins Q sur M, E fois T. C'est tout. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, les constantes de primitive, c'est toujours les conditions initiales. Là, ici, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en gardant en mémoire que moins Q, c'est quelque chose de positif, ça me va bien. Ça veut dire que j'ai un YV qui est positif. Bref, ça correspond bien à un objet qui monte. D'avoir une valeur de la vitesse qui est dirigée vers le haut. Donc, ça va bien avec ce que je pense de, comment dirais-je, de ma trajectoire. Voilà. Des questions là-dessus, non? Bon, bah, j'ai les coordonnées du vecteur vitesse, deux primitives pour avoir la loi horaire. Je reprends mon travail. Donc, j'ai une abscisse du vecteur vitesse qui est égale à la dérivée de l'abscisse du vecteur position par rapport au temps. Et ce truc-là, on a vu que c'était V0. Donc, ma loi horaire, X, est la primitive de V0. Ça, c'est les genres de choses qu'on a déjà vu quand même un certain nombre de fois. Donc, la primitive de V0, c'est V0 fois T. Il y a un X qui vaut donc V0 fois T, plus une troisième constante de primitive que j'appelle K3. On peut l'appeler C, hein. Bon, on l'appelle comme on veut. Et ce coup-ci, c'est une constante de primitive de position. Donc, je vais regarder où est mon électron initialement. Bref, 0, 0, quoi. À t égale à 0, j'ai un x de 0 qui vaut 0 parce que j'ai placé l'origine du repère en 0. J'ai un x de 0 qui vaut K3 parce que quand je remplace petit t par 0, c'est ce qui me reste. Donc K3 égale à 0. J'ai une abscisse qui vaut V0 fois T. Et là, pour moi qui connais un peu la démarche, je suis content. Parce qu'une abscisse qui n'est pas égale à 0, ça veut dire que mon équation de la trajectoire, je vais pouvoir la faire de manière entre guillemets normale. J'ai un lien entre x et t. Donc tout à l'heure, ce sera plus simple. Alors, maintenant que j'ai x, on continue avec y. Et donc on a vu que l'ordonnée du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position par rapport au temps. Et ça, c'est moins q sur m, e, fois t. Le moins q sur m étant une valeur numérique, je vais encore me retrouver avec le 1,5 de t carré. Y et la primitive de ce moins q sur m, e fois t. Oui, monsieur Schifano, il y a un truc... Ça là. C'est moins Q sur M, E... Ah oui, c'est vrai que le E est pas... E fois T. Ah. Autrement dit, c'est le YV que j'ai là.
Ça va, c'est bon? Bon, bah, je fais ma primitive. Comme je disais tout à l'heure, je me retrouve avec mon 1,5 de t carré. Donc, j'ai un y qui vaut moins 1,5 de q sur m e t carré plus ma quatrième constante de primitive. On est bien d'accord que je n'ai pas laissé le moins devant le q. Je l'ai mis devant mon expression. Donc, moins 1,5 de QE. Je le mets comme ça parce que c'est mes petites habitudes. Hein. Si vous voulez tout mettre sur un quotient, moins QE sur 2m, c'est tout à fait possible. Hein. Pareil. Donc, avec ma quatrième constante de primitive, dont on va voir assez rapidement qu'elle est égale à 0, puisque j'ai mis l'origine du repère sur la position initiale de mon électron. Donc, à t égale à 0, y de 0 vaut 0 parce que c'est l'origine du repère, et y de 0 vaut qu'il y a 4, parce que si je remplace petit t par 0, il me reste qu'à 4. Qui me donne une constante de primitive égale à 0. Et donc, une loi horaire qui vaut moins 1,5 de q sur m et carré. Sans vitesse, puisque la vitesse est sur l'axe des abscisses. Dernière partie pour la caractéristique. Comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir trouver une équation de trajectoire. Au niveau de la loi horaire, j'ai un x qui vaut b0t, un y qui vaut moins 1,5 de q sur m et carré. Il faut faire attention, toujours pareil, de ne pas perdre le signe en passage. Mais autrement, il n'y a rien de vraiment compliqué. Ma première équation, ça donne t égale x sur v0. Et donc, ce t qui vaut x sur v0, je le remets dans y. Ce qui me fait y qui vaut moins 1,5 q sur m e facteur de x sur v0 au carré. Dans y, j'ai remplacé petit t par ça. Je développe mon carré. Ça me fait moins 1,5 de q sur m e facteur de x carré sur v0 carré. On peut très bien le laisser comme ça. Si on voit bien comment les choses se passent, il n'y a pas de problème. En général, on aime bien que x carré soit à part. Moi, j'ai tout globalisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais tout mettre avec un quotient. Donc, j'ai moins. Ensuite, au numérateur, j'ai q et j'ai e. Au dénominateur, j'ai un 2, j'ai un m et j'ai un v0 carré. Et il me reste le x carré. Finalement, à une valeur numérique près, c'est quoi comme fonction, ça?
essayez de vous extraire un petit peu de ça. Vous vous rappelez que Q, E, M et V0, c'est des valeurs numériques. Donc si j'ai une application numérique, ça va me donner un nombre. Ça peut me donner 2, par exemple. Tout ça pour vous dire que fondamentalement, c'est la fonction x au carré. Tout simplement, avec un coefficient multiplicateur. Alors, coefficient multiplicateur qui est positif. Donc c'est l'équivalent de 2x au carré ou 3x au carré, n'importe quoi, mais c'est la fonction x au carré. Hein, donc la fonction x au carré, vous la connaissez, hein, vous l'avez vu en maths, ça fait une espèce de cubette, quoi. C'est l'idée. Donc là, on retrouve la même idée que pour la chute libre avec une vitesse initiale quelconque, c'est l'équation d'une parabole. C'est de la forme ax carré plus bx plus c, sauf que b égale à 0 et c égale à 0. La trajectoire est une parabole. Ouais, ça. Je ne vous garantis pas l'orthographe de parabole. Ça me semble être bon, mais... Voilà, fin de notre première partie. Alors, traditionnellement, vous avez, en fait, une autre question qui va concerner le point de sortie. C'est-à-dire que si je dessine ma trajectoire et que je continue comme ceci, je vais avoir ça. Donc ça veut dire qu'avec mon dessin, j'ai mon électron qui vient taper sur la plaque positive. Mais imaginez que j'ai mis une plaque positive plus courte, qui s'arrête là, par exemple. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que mon électron il est sorti du condensateur et qu'il continue. Ça changera un petit peu la géométrie du problème, mais bon. Donc, l'idée ici, dans un premier temps, ce qu'on vous demande souvent, c'est de travailler sur le point final. Avec une question, est-ce que mon électron finit par sortir ou pas? C'est clair sur mon dessin ici, il ne finit pas par sortir. Maintenant, mon dessin est peut-être pas bon. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il va être attiré par la plaque tant qu'il est dans le condensateur. Et après, derrière, quand il n'est plus dans le condensateur, c'est ce qu'on va voir, notre dernière question. Où est-ce qu'on en est? Oula. Ouais. On verra vendredi. Ah. Donc, vous notez la dernière question. Étudier la position du point d'impact de l'électron. Étudier la position du point d'impact de l'électron sur le condensateur. Étudier la position du point d'impact de l'électron sur le condensateur, sur la plaque positive du condensateur. Étudier la position du point d'impact de l'électron sur la plaque positive du condensateur. Calculer sa vitesse d'impact. Calculer sa vitesse d'impact. Alors, c'est pas la peine de le réécrire, mais je vous rappelle qu'on a trouvé ça. Une abscisse du vecteur vitesse qui vaut V0. Une ordonnée du vecteur vitesse qui vaut moins Q sur M, E fois petit t. Une loi horaire qui vaut V0t, et une ordonnée du loi horaire Y sous la forme de moins 1,5 QE sur M fois t carré. Voilà. Ça, c'est mes équations que j'ai à ma disposition. Il y a bien sûr les abscisses et l'ordonnée du vecteur accélération, mais ça sert jamais. Première chose, déjà, celui-là, je ne peux pas m'en servir. Je ne peux pas m'en servir s'il n'y a pas petit t. Ma question, c'est,
est-ce que mon électron, enfin, où est-ce que mon électron va toucher le condensateur? Donc on est bien d'accord sur mon dessin, c'est ici. Et avec quelle vitesse il va toucher le condensateur? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces deux équations, je vais m'en servir pour trouver la vitesse. Et donc, il faut que j'ai le temps petit t. Où est le point d'impact sur la plaque positive? Bah déjà, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il est sur la plaque positive. Donc finalement, ma seule question, c'est où il se situe sur l'axe des abscisses. Parce que sur l'axe des ordonnées, c'est facile, c'est là. Donc, j'ai besoin de ces deux-là pour répondre à la fin de ma question. J'ai besoin de celle-là pour savoir où il se trouve sur l'axe des abscisses. Et donc, la seule équation qui me reste à ma disposition pour trouver la valeur de petit t, c'est y. C'est aussi la seule donnée numérique que j'ai pour le point d'impact. Mon point d'impact, il est sur la plaque positive. Et la plaque positive, bah, c'est la moitié de la distance ici. C'est pour ça que je vous ai mis que d sur 2 là. Parce que contrairement à tout à l'heure, mon électron, il ne traverse pas le condensateur complètement. Il n'en traverse que la moitié. Le point qui est ici, ça, l'ordonnée de ma plaque positive, c'est d sur 2. Parce que ici, l'ordonnée de ma plaque négative, c'est moins d sur 2. Puisque j'ai placé, et je vous ai dit que mon électron, il allait sur l'axe de symétrie de mon condensateur, moitié en haut, moitié en bas. C'est bien clair pour tout le monde, ça? Donc, je vais appeler T1, comme d'habitude, l'instant d'arrivée de l'électron sur la plaque positive. Et donc, mon équation qui permet de trouver T1, c'est Y de T1 égale à D sur 2. Alors faites attention, j'ai vu certains exercices de bac où ils sont méchants, ils appellent la distance entre les deux plaques 2D. Ce qui fait que la plaque positive est à petit d, au lieu d'être à d sur 2. Donc bien faire attention à ce qu'on vous dit dans l'énoncé, pour cette partie-là. Mais une fois qu'on est d'accord là-dessus, ça c'est moins 1,5 de Q sur M, E, T carré. Non, T1 carré. Ça ressemble à l'équation de tout à l'heure. C'est la même idée. Je vais tirer T1 carré, enfin T1 de là-dedans. Donc première chose, j'isole le T1. Mais avant d'isoler T1, tout le monde a remarqué la simplification? J'ai un 1,5 de D et j'ai un 1,5 de QE sur M. Donc le 2 demi qui est ici, il se simplifie avec le demi qui est là. Donc pour avoir un T1 carré qui vaut, ne pas oublier le passage du moins de l'autre côté de l'égalité. Parce qu'ici on est en multiplication et pas en addition. Donc j'ai le moins, je garde mon D et je monte le M. Donc ça me fait un moins MD. Et ensuite le QE, il est divisé. Donc ça vous fait un moins MD sur QE. Arrivé là, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai pu voir au passage du bac qui s'arrêtent et qui disent « Zut, un carré négatif, ça va pas. » Très discrètement, d'une ligne sur l'autre, ils enlèvent le moins et tout va bien. Hein? Sauf que j'espère qu'on est bien d'accord par rapport à ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas négatif ce truc-là. J'ai 2 moins, Q est négatif aussi. Donc là, j'ai bien un carré qui est positif. Donc, je vais bien avoir le droit de mettre un signe moins dans une racine carrée, parce que ce signe moins me garantit que la racine carrée est positive. Si je ne mets pas mon signe moins, c'est là que la machine va bloquer. Avec toujours la même chose. Vous remplacez M, D, Q et E par leur valeur numérique, et puis vous regardez combien ça fait. Donc ça me donne une valeur numérique qu'ensuite, je mets là-dedans.
Donc, x de T1, c'est V0 fois T1. Et je fais rien d'autre que remplacer V0 par sa valeur et T1 par sa valeur. Point. Je cherche pas à faire des calculs compliqués. Donc ça aussi, ça me donne tout de suite la valeur de x. Puis pour savoir si mon électron peut sortir ou pas du condensateur, donc pour savoir si mon condensateur est trop petit ou pas, bah je compare ça à la longueur du condensateur. C'est soit plus grand, soit plus petit. Voilà. Mais on verra ça tout à l'heure dans la prochaine... Enfin, on verra ça vendredi. Donc j'ai ça. Et puis maintenant, bah, je vais remplacer T1 là-dedans. Là. Mais ça aussi, on le fera vendredi.